Superman 1 a montré au monde qu'un homme pouvait voler. Mais il y avait 3 autres survivants de la planète Krypton. 3 hors-la-loi condamnés à vivre une mort éternelle dans la zone fantôme. Les voilà libres. Chacun d'eux possédant les mêmes pouvoirs que Superman. Je suis responsable que devant le président des États-Unis. Il est responsable devant moi. Ils cherchent à prendre le contrôle absolu de la planète Terre. Avec tout leur savoir accumulé, ces abrutis pourraient apprendre à se servir d'une poignée de porte. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Prosterne-toi devant Zod. Superman, est-ce que vous m'entendez? L'idylle continue dans la forteresse de la solitude. Il y a une chose qui me semble plutôt bizarre. Chaque fois que Superman apparaît, toi, tu disparais. Et l'aventure continue aux chutes du Niagara. Et au cœur de Métropolis. J'aurais jamais pensé qu'il tiendrait la distance. Le défi le plus spectaculaire. Superman! Général, venez donc vous expliquer dehors, je vous prie. L'apothéose la plus inattendue d'une aventure fulgurante à travers l'univers. Si vous n'avez vu que la première partie, vous n'avez encore rien vu. Superman 2. Salut à tous. Bonjour à tous. Donc vous êtes en présence de Nicolas et Sébastien et nous allons vous commenter la version de 2006 de Superman 2, The Richard Donner Cut. Donc le film, au moment où nous enregistrons, vient de sortir en édition 4K et c'est une très belle occasion de commenter ce film. Donc le film est sorti à l'origine en 2006 lorsqu'est sorti un coffret collector de Superman à l'occasion de la sortie de Superman Returns, une version originale totalement nouvelle du film qui, comme on le voit apparaître à l'écran ici, est dédiée à la mémoire de Christopher Reeve, l'interprète de Superman, décédé en 2004, qui nous a fait croire qu'un homme pouvait voler. Alors Nicolas, tu veux peut-être t'exprimer sur les raisons de cette édition. Pourquoi est-ce qu'une version alternative de Superman 2 a été créée? Donc ce sont en fait les fans qui se sont mobilisés du coup pour découvrir du coup la version de Superman 2 telle que l'avait fait Richard Donner. Ils souhaitaient du coup découvrir son montage. Son montage, parce qu'en fait les scènes de Superman 1 et Superman 2 ont été tournées en même temps à l'époque. Le tournage avait eu lieu en 1977 et Richard Donner avait réussi à tourner plus de 80% de Superman 2, mais compte tenu de dépassements de budget et de calendrier de tournage, les producteurs à l'époque, les Salkind, ont demandé tout simplement à Richard Donner d'arrêter d'être le réalisateur du film pour que Richard Lester prenne la relève. Alors là, au niveau du film, on retrouve une scène de Superman 1, la scène du procès des trois Kryptoniens qui sont passés en jugement. Avec des plans alternatifs notamment. Voilà, c'est toute l'originalité. En fait, sur ce projet, il y a un monteur qui s'appelle Michael Sow, qui avait travaillé avec Richard Donner notamment sur L'Arme Fatale, mais aussi qui avait participé à la création, au montage des documentaires, des DVD de 2001 de Superman, et qui s'est occupé du montage de ce film, en collaboration avec Richard Donner aussi, mais je crois que c'est lui qui a eu cette idée d'utiliser des prises alternatives en fait du premier film. Absolument, c'était son idée. Voilà. Donc on retrouve cette fameuse scène du procès avec Terence Stamp. Oui, dans le rôle du général Zod.
un acteur, un acteur anglais très, très apprécié. Et là, c'est la fameuse scène culte de Superman 1 où ces criminels kryptoniens vont se retrouver enfermés dans la zone fantôme. Alors c'est vrai que le film là commence déjà différemment de la version de Richard Lester. Ah, oui, absolument, puisque du coup nous avons un résumé des événements du premier film, un peu à l'image de ce qui avait été fait aussi dans la trilogie Retour à le futur. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée, en fait, de ce Superman 2, tel qu'il a été conçu à l'origine, c'est qu'il s'agit de la suite directe du premier film. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas réellement de temps qui se déroule entre le 1 et le 2, alors que le 2, tel qu'il est sorti au cinéma à l'époque, proposé par Richard Lester, on a l'impression finalement que peut-être plusieurs années se sont passées depuis les événements du premier film. Là, on est vraiment dans la suite directe, donc on récapitule effectivement les événements du premier film, l'emprisonnement des 3 kryptoniens avec des prises de vue qui n'avaient jamais été vues avant l'an 2006. Et j'aime beaucoup notamment effectivement on va arriver à cette scène-là où Superman, on voit le bébé Superman arriver sur Terre et sortir de son vaisseau spatial, voilà ici, sous un angle totalement alternatif, jamais vu dans le montage du premier film. Tout à fait, cette scène n'avait jamais été utilisée dans le premier film. Donc voilà Superman qui débarque sur Terre et les 3 kryptoniens sont en train de naviguer dans l'espace. Alors les fameux 2 missiles là, XK-101 et oui, qui avait été détourné par Lex Luthor. Là on a vu l'arrivée de Superman et on revient aux événements où Lex Luthor avait détourné des fameux missiles notamment pour détruire une partie de la Californie. Le début du film finalement prend un peu plus son temps par rapport à la version sortie au cinéma, puisque dans la version cinéma on a le générique qui défile et en même temps on a des extraits de Superman 1 mais sans scène de dialogue. Alors des effets numériques ont été conçus spécialement pour ce film, pour combler les effets spéciaux qui n'avaient pas été réalisés à l'époque. Mademoiselle Teschmacher qui vient sauver Superman de la noyade. Bon, c'est vrai que c'était légitime de voir cette version de Richard Donner parce que le premier film avait toujours été considéré comme iconique de la part des fans et ce qui avait été reproché au deuxième film finalement c'était une place trop importante accordée au burlesque ou à l'humour comme l'habitude de le faire Richard Lester et finalement qui marquera Superman 3. Certains fans trouvaient que déjà on perdait un peu de la sensibilité original du film dans Superman 2 parce que Richard Lester avait repris les commandes. Alors là, Superman envoie le missile XK-101 dans l'espace et ce missile va rentrer en confrontation avec la zone fantôme et libérer les trois kryptoniens, les 3 super-vilains. Alors que dans la version de Lester, c'était l'ascenseur de la tour Eiffel qui en explosant les libérait. Voilà, c'est ça. Donc là, du coup, on est vraiment dans la continuité totale du premier film. Alors là, on a un plan créé en image de synthèse où on voit les 3 vilains se libérer de la zone fantôme. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux effets numériques ? Moi, je les trouve quand même visuellement assez réussis. Je trouve que Michael Sow a fait du bon travail dans ce domaine. Même si je trouve quand même que certains ont un côté un petit peu prévisualisation.
Le travail aurait pu être encore plus poussé. Bien sûr, ça a été réalisé en 2006, mais là, on voit que certaines étoiles dans l'espace sont pas forcément très réalistes. Ils auraient pu pousser les effets spéciaux plus loin, mais aussi c'est peut-être pour donner un petit côté vintage au trucage que ça a été fait. Oui, comme ça. c'est possible. Voilà, donc maintenant on retrouve finalement ce fameux générique dans l'espace qui a marqué déjà le premier film de Superman. On reprend exactement le même style. Oui, c'est le même style visuel que dans le premier film. Après, les Richard Lester proposait aussi une version intéressante où on voyait, comme je disais tout à l'heure, des extraits du premier film en même temps que les images défilaient. Et le fameux S, qui pour la version 4K apparaît bien en rouge et jaune, alors que sur les DVD Blu-ray on avait un S entièrement rouge. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de cette musique de Superman de John Williams? Ah oui, le mythique thème de John Williams, qui d'ailleurs a après été ensuite repris par Ken Torm dans Superman 2 de Lester. Voilà la version cinéma. Et pour ce montage-là, ils ont finalement fait le choix de reprendre le thème original de John Williams. Absolument. Et c'était un plaisir d'entendre le thème original. Et je crois que cette musique-là, qu'est-ce que tu disais Richard Donner par rapport à cette musique? Que quand on l'écoute bien, on entend le mot. Le mot Superman. Oui, avec les fameuses 3 notes. C'est ça. Ta, 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 ta. Superman. Superman. Et ce générique avait été repris aussi. Le style de ce générique avait été repris dans Superman Returns en 2006. Oui. Qui était une de très bonne suite au film de Richard Donner. C'est ça. Donc après, voilà, le Superman 2. Alors, il faut dire que cette version de Superman 2 The Richard Donner Cut, il y a quelques images, je crois que c'est en Angleterre, en Australie, qui avaient déjà été vues dans les années 80 à la télévision, parce que les films avaient bénéficié en fait de montages télé, des montages plus longs en fait des films, et par conséquent, donc c'était la version pour Superman 2 de Richard Lester, mais elle était augmentée en quelque sorte par quelques scènes tournées par Donner qui avaient été vues en exclusivité. Et dans les années, au début des années 2000, certains fans s'amusaient à retrouver ces scènes, ces montages-là enregistrés notamment sur VHS, à les transférer en numérique pour faire leur propre version du film. Et je crois que Warner s'est rendu compte qu'il y avait un marché autour de ces montages de Superman 2 qui avait probablement quelque chose à exploiter. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du scénario? Qu'est-ce qui diffère finalement le scénario de Superman 2 de Richard Donner Cut par rapport à la version sortie au cinéma en 1980? Déjà le scénario est beaucoup plus sérieux que celui de Lester. Il y avait un peu plus d'humour dans la version de Lester, et notamment Non qui était un méchant un peu comique. Oui, un méchant burlesque. La principale différence, c'est certainement qu'on est dans la continuité directe du premier film. La romance entre Clark et Superman est sûrement davantage exploitée. On voit moins Clark en Superman par rapport à la version de Lester, mais on le voit plus en Clark Kent dans cette version-là. Alors, voilà. Cette scène-là, où on retrouve les personnages du Daily Planet, on comprend encore une fois qu'on est dans la continuité directe du premier film. Jimmy et Lois reparlent des incidents qu'il y a eu, des incidents du tremblement de terre, du barrage qui a cédé en Californie. Et Lois est toujours dans la suspicion que Clark est en réalité Superman. Elle voit cet article de journal sous ses yeux. Oui, et elle se met à dessiner des lunettes et un chapeau sur la tête de Superman. Voilà, c'est et ça. Une cravate, car elle soupçonne que Clark Kent est Superman. C'est ça.
Et je me souviens que les premières communications qu'il y avait eu sur Internet par rapport à cette Richard Donner Cut qui était en préparation, on voyait justement des photos de ces scènes-là. Donc c'était vraiment un exploit finalement, un quart de siècle après la sortie du film en salle, de voir une version alternative, totalement différente. Presque comme si c'était un Superman 2 qui se déroulait dans une dimension parallèle par rapport à celui sorti en salle. Là, on retrouve bien la complicité entre Margot Kidder et Christopher Reeve. Donc tous les aspects en fait de la version de Lester de 80 où Superman se rend à Paris pour sauver Lois Lane d'un ascenseur ou piégé dans un ascenseur ou qui renferme une bombe atomique ont été balayés finalement pour ces scènes-là tournées par Richard Donner en 1977. Tout à fait. Et là, oui, c'est un moment assez important puisque Lois se rend bien compte que Clark est Superman. C'est quelque chose. Elle avait déjà des doutes à la fin du premier film. Dans la version sortie en salle de Superman 2, ça arrivait bien plus tardivement. Oui, elle sautait dans les chutes du Niagara pour le pousser à se dévoiler. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose de différent. Elle lui montre là le dessin qu'elle a réalisé sur la photo de Superman dans le journal en dessinant véritablement Clark Kent et en lui montrant qu'il n'y a pas de doute, il s'agit de la même personne. On entend souvent des gens dire ah, Superman ce n'est pas sérieux parce que il dissimule son identité juste avec des lunettes et Lois Lane ne se rend pas compte qu'il s'agit du même homme. On se rend bien compte dans ces versions-là que dès le premier film, en fait, elle avait déjà des suspicions. Et là, elle va se jeter par la fenêtre du Daily Planet pour le forcer à se changer en Superman. Oui, une scène très comique. Voilà, il descend en bas dans la rue, la ralentit dans sa chute avec son super souffle. Et elle finit par atterrir sur un étalage de légumes. Voilà. Donc petite remarque, là Superman a utilisé ses rayons laser, ses rayons thermiques. Et pareil que dans la version de Lester, en fait, ces lasers sortent à travers ses lunettes. Je crois qu'ils ont utilisé ici une doublure numérique de Christopher Reeve. Oui, en effet, il s'agit d'une doublure numérique. Quand on le voyait au bord de la fenêtre, notamment parce que toutes les scènes n'ont pas... Richard Donner n'a pas été en mesure de tourner toutes les scènes qui étaient dans le script à l'origine, c'est ce que je disais. Il y a 80% du film qui ont été filmés par Richard Donner, mais pas la totalité. Lex Luthor, incarné par Gene Hackman, qui revient, bien sûr, dans cette suite. Il est enfermé en prison avec son complice Otis. Alors, est-ce que Gene Hackman est revenu facilement dans cette suite de Superman 2 ? Non, puisque il n'a tourné d'ailleurs aucune scène avec Richard Lester. Il avait refusé de participer au reshoot de Richard Lester. Du coup, les scènes dans la forteresse avaient été faites avec une doublure de Gene Hackman. Oui, c'est ça. Gene Hackman avait boycotté le tournage quand le film a été repris par Richard Lester. Et finalement,
dans cette version-là, figurent toutes les scènes tournées initialement avec Gene Hackman. Il n'y a pas d'usage de doublure, je crois, dans cette version. Aucune. Aucune, hein. Alors c'est vrai que pour le public moderne, comment dirais-je, les gens qui ont découvert Superman à travers Smallville ou peut-être à travers les versions de Zack Snyder et autres, ne sont pas forcément habitués à cette version de Lex Luthor qui est un peu le savant, on va dire le savant fou, qui a un côté un peu burlesque. Mais il faut dire que dans les bandes dessinées de l'époque, le Lex Luthor était présenté comme ça. Oui, c'est comme ça qu'il était à l'origine, ouais, dans les premiers comics. Même si il peut avoir quelques côtés méchants dans cette version-là. Bon, on voit que malgré tout, Richard Donner a quand même une vision burlesque par moment aussi du film, même si ça intervient surtout au travers de la relation entre Otis et Lex Luthor. Les 3 Kryptoniens, par exemple, qui se libèrent de la zone fantôme, ne sont pas tournés en dérision par rapport, si on compare par rapport à ce qu'a fait Richard Lester. Effectivement. Alors là, on va retrouver les trois super vilains qui vont débarquer sur la Lune, des scènes qui ont été tournées en Angleterre au studio Pinewood. Où ont été notamment tournés la plupart des James Bond. Voilà. Ce plateau-là, je crois d'ailleurs, a dû être utilisé dans l'un des James Bond. Les diamants sont éternels. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que cette version de Richard Donner apporte en plus dans cette scène? Est-ce que c'est exactement la même qui figure dans la version de Lester ou il y a des améliorations? Parce que cette scène-là apparaît dans la version de Lester. Alors dans cette version, le montage est un peu plus dynamique. Ah oui. Le rythme n'est pas le même. Le rythme du montage est un peu différent. Des effets sonores aussi qui ont changé? Oui. La bande sonore en fait a été entièrement revue. Alors Richard Donner au début ne devait pas s'impliquer tant que ça. C'était Michael Saw, responsable du montage, qui était investi sur le film, et au début Richard Donner avait dit tu t'occupes du montage mais je n'interviendrai pas tant que ça. Et finalement, plus le projet a avancé, plus il a souhaité s'impliquer. Et dans l'un des documentaires qui figure sur le film, on voit que Richard Donner notamment a voulu qu'il y ait un travail de fait sur certains effets sonores, je crois. Oui, et notamment le super souffle. Le super souffle des Kryptoniens. Les lasers aussi. Oui, les rayons laser également. Ils ne font plus le même son tout à fait. Ils ont un son un peu plus discret. Oui, c'est ça. Alors toi Nicolas, quand tu replonges dans Superman 2, tu regardes quelle version? Oh bah... Moi j'aime beaucoup la version de Donner, mais j'apprécie quand même aussi celle de Lester. Disons que cette version de Donner est a un côté plus épique. Oui. On va y revenir, mais le premier film avait marqué par son côté épique, ce côté un peu légendaire, tout en ne se prenant pas trop au sérieux non plus, mais qu'on perdait un peu dans la version de Richard Lester. Bon là, l'astronaute essaye désespérément de quitter la Lune. Alors il faut rappeler qu'à l'époque où ces films ont été réalisés, les missions Apollo sur la Lune étaient encore assez courantes.
Artemis, Houston calling. Come in, please. What's going on? We've lost contact. So? Well, we really. Artemis, come in, please. All right. Which one of you guys is using the hair dryer? Strange. I tore those metal fibers like paper. And Le what he personnage d'Ursa est incarné par Sarah Douglas, qu'on a pu voir notamment dans Conan le Destructeur, Aux côtés de Schwarzenegger. aux côtés de Schwarzenegger, ou on a pu la voir dans Stargate SG1, they come from there. Oui, et dans la série Supergirl aussi. Supergirl, oui, plus récemment. Elle a l'habitude de venir sur les conventions de fans de Superman aux États-Unis. Là, par exemple, il y a eu un travail de fait sur le décollage des 3 super-vilains où le plan s'incline au moment du décollage, comme dans le premier film, quand Superman, après avoir sauvé Lois Lane, repart dans le ciel. Il y a un plan où on le voit au-dessus des immeubles de Metropolis et il y a cette caméra qui s'incline. Et c'est un peu un jeu de caméra qui représente bien l'identité de Richard Donner en termes de mise en scène. Effectivement. Là, les Otis et Lex Luthor utilisent un hologramme pour s'évader de prison. Une ruse très ingénieuse. Oui. C'est une scène qui figurait déjà dans le Superman 2 de Richard Lester. Ici, il y a quelques bouts de scène en plus où on joue un peu sur le duo comique Lex Luthor-Otis. Alors là, nous avons quelques moments comiques du coup là entre Lex Luthor et Otis. Ouais. Hop. D'ailleurs, la scène est beaucoup plus longue que dans la version de Lester, Oui. comme on peut le constater. En fait, cette version a à la fois des scènes inédites et certaines qui, dans le montage cinéma, avaient été raccourcies et sont agrémentées de scènes, de petits bouts de scènes complémentaires. Bon, là, une scène totalement délirante en quelque sorte qui donne un côté comics au film. Lex Luthor va s'évader de prison à l'aide d'une montgolfière. Piloté par Miss Techmaker, Valérie Perrine. Valérie Perrine, le personnage de Miss Techmaker, je crois, qui est revenu dans... C'était dans Supergirl ? Oui, ils avaient écrit une nouvelle version du personnage, effectivement, dans la série Supergirl. Ouais. Alors c'est vrai que ces Superman réalisés par Richard Donner ont beaucoup inspiré la série Smallville. C'est vrai, oui, elle a eu effectivement une influence sur la série Smallville. Il y a eu pas mal de clins d'œil. Même les musiques de John Williams, on pouvait les entendre dans la série. Oui, Christopher Reeve a joué dans Smallville, dans l'épisode Dernier Espoir et Le Pacte, Oui, en 2003 et 2004. Terrence Stamp, le général Zod de ce film, prêtait sa voix à Jor-El, le père biologique de Clark, dans Smallville. Et d'autres acteurs de la saga Superman sont également venus. Mark McClure, l'interprète de Jimmy Olsen. c'est cela. Margot Kidder aussi, qui a interprété Bridget Crosby, l'assistante du Dr. Swan. Oui. Et bien entendu, alors là, il ne s'agit pas de la version de Richard Donner, mais de Superman 3. Annette O'Toole, qui jouait Lana Lang dans Superman 3, jouait la mère de Clark dans Smallville. Donc Lex Luthor et Mademoiselle Techmaker ont réussi à partir de prison et
par rapport à la version cinéma sortie en 80, ici la scène où ils discutent se déroule en pleine nuit. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus cohérent, justement, par rapport à la version de Lester. Ouais. Et d'ailleurs, toute cette partie ne figurait pas dans la version de Lester, ça avait été coupé du montage. Oui. En fait, les deux hommes, Richard Donner et Richard Lester, ont des sensibilités comiques différentes. Comme je le disais tout à l'heure, l'humour dans les films de Superman de Richard Donner apparaît plus au travers Lex Luthor et ses comparses. Pour le réalisateur Richard Lester, à qui on doit notamment les films Trois Mousquetaires des années 70, est plus connu pour sa sensibilité comique à travers du comique de situation. Oui. Il avait également réalisé la Flèche et la Rose qui nous montrait un Robin des Bois vieillissant. C'est ça. Donc la fameuse scène des chutes du Niagara, avec ici un bout de scène tourné par Richard Lester, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix en fait. Comme je le disais tout à l'heure, 80% du film ont été réalisés par Richard Donner, mais il y a 20% qui n'ont pas pu être réalisés, donc pour combler les trous, les Michael Sow et Richard Donner ont été obligés d'utiliser quelques bouts de scène tournés par Richard Lester. Donc, une scène importante du film, Lex Luthor et Mademoiselle Teschmacher partent en direction du nord pour s'infiltrer dans la forteresse de solitude de Superman. Effectivement, ils veulent essayer de percer les secrets de Superman. Car Lex Luthor a inventé un équipement qui détecte les ondes alpha des ondes émises par Superman, et il s'est rendu compte par ses analyses que Superman se rendait souvent dans son repère dans le nord. Alors là, nous avons ici encore une scène inédite qui du coup ne figurait pas dans le montage de Lester, qui se concentrant donc sur Lex Luthor et Mademoiselle Teschmacher. Alors la force de cette version-là, c'est également la réintégration de Marlon Brando dans le rôle du père de Superman. En fait, lorsque le film est sorti en salle en 1980, la version de Richard Lester, le film ne comportait aucune scène avec Marlon Brando, tout simplement parce que lorsque le réalisateur Donner a été évincé du tournage, eh bien, tout comme Gene Hackman, en quelque sorte, Marlon Brando a donné son soutien à Richard Donner, mais il a demandé très scrupuleusement qu'aucune scène tournée pour Superman 2 ne soit intégrée dans le montage. Et finalement, il a fallu attendre le décès de Marlon Brando en 2004 pour que ses héritiers donnent l'autorisation d'utiliser les séquences tournées par Brando pour pouvoir les réintégrer au film. Et à l'origine, je crois que cette démarche avait été faite pour Superman Returns, parce que dans le Superman Returns, le film réalisé par Bryan Singer, certaines scènes avec Marlon Brando figurent dans le film. C'est ça, et ils avaient recréé numériquement le visage de Marlon Brando. Voilà. C'est d'ailleurs un plaisir du coup de pouvoir revoir Jor-El dans cette version, alors que du coup, toutes les scènes avaient été retournées avec Susanna York pour la version de Lester. Oui. C'est ça. Ces scènes-là, cette scène figure bien dans la version sortie en 80, mais au lieu de voir le père de Superman, eh bien c'est sa mère qui apparaissait dans le film. Donc voilà, Marlon Brando qui apparaît dans le rôle de Jor-El. Et toujours aussi charismatique. C'est ça.
Est-ce que les répliques sont identiques? La mère de Superman a-t-elle les mêmes répliques que Brando dans cette version? Les répliques sont assez similaires, oui. 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 Et il faut savoir que dans la version de Lester, c'était l'hologramme d'un autre Kryptonien qui récitait le fameux poème de Joyce qu'il meurt. Le chêne. Oui. Alors après, si on est un petit peu critique, un petit peu tatillon, ce qui m'a toujours surpris dans ces scènes avec l'hologramme de Brando dans cette version de 2006, c'est que l'hologramme a des aspects vraiment très différents selon les scènes. Des fois là, il apparaît en couleur. Des fois, on voit son corps en entier. Parfois, on ne voit juste sa tête. Dans d'autres scènes qu'on va voir ultérieurement, son visage est en noir et blanc, un peu à la manière du premier film. Ça manque un petit peu de constance, je trouve. Et apparemment, plusieurs sociétés d'effets spéciaux se sont occupées du détrucage de ce film-là. Oui, c'est pourquoi l'hologramme de Jor-El a différents aspects. Et c'est vrai que pour la version 4K, il aurait peut-être intéressant d'égaliser un peu ces effets spéciaux, de mettre un petit peu d'argent dans l'amélioration de certains de ces nouveaux trucages. Ça aurait été effectivement une bonne chose, ouais, pour une meilleure cohérence. Alors là, Jor-El présente les trois kryptoniens, les trois criminels kryptoniens qui apparaissent ici sous la forme d'un hologramme. Une séquence d'ailleurs très bien faite, je trouve. Oui. L'effet est plutôt réussi. Ben, je dirais que pour une audience moderne, des personnes souhaitant découvrir la version de Richard Donner de Superman, le premier film est bien sûr hautement recommandé, mais également ce second volet. Et ce second volet peut servir, je dirais même, de film de découverte pour les gens qui ne les connaissent pas, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui figurent des premiers films. On explique comment Superman est arrivé sur Terre, etc. Ses origines de manière un petit peu rapide, et le tout en un peu moins de 2 heures. Donc des fans de Superman qui voudraient découvrir les films de Donner, je pense que de regarder The Superman 2 de Richard Donner Cut paraît être une excellente idée. Je suis bien d'accord. Là, de cette scène, nous avons un petit moment comique puisque Mr. Maker est allé se soulager dans les toilettes de la forteresse. Il y a des toilettes dans la forteresse. Il semblerait. D'ailleurs, il faut dire, chose étonnante, on a appris récemment qu'il existe une version longue de cette Superman 2 Richard Donner Cut qui est présente sur certaines plateformes aux États-Unis, Amazon, je crois. Oui, mais auquel Richard Donner n'avait pas donné son accord. Oui, parce qu'il s'agit probablement d'un montage qui a été réalisé initialement et auquel Richard Donner a demandé de faire quelques coupes. Donc, on ne peut pas dire que ces versions-là soient sa vision. Sa vision est bien celle présente dans les coffrets DVD, Blu-ray, 4K, sortis récemment. Donc on retrouve là les scènes tournées aux chutes du Niagara, c'est des scènes tournées par le réalisateur Richard Lester, montées un petit peu différemment ici. Oui. Un peu écourtées par rapport à la version cinéma. Oui, un peu plus courte, c'est vrai.
alors là, ici, nous avons du coup la fameuse scène où, du coup, un enfant tombe dans les chutes du Niagara et qui est secouru par Superman. Et là, on peut constater que ici, la scène est beaucoup plus rythmée que dans la version de Lester. Oui. C'est vrai. Voilà, notamment quand il rattrape l'enfance, et oui, ils ont rendu cela un petit peu plus dynamique. Et si on parlait un peu de Christopher Reeve? Ah oui, qui demeure quand même la meilleure incarnation de Superman, il faut le dire. Évidemment, évidemment. Christopher Reeve donc, est né en 1952, dont la carrière est bien plus riche que Superman. La carrière de Christopher Reeve ne se résume pas à Superman. Il a tourné dans des films pour des réalisateurs comme James Ivory, Sidney Lumet, John Carpenter. John Carpenter. Il a fait pas mal de films en fait indépendants. Il n'était pas forcément attiré tant que ça par les blockbusters. Et si vous êtes intéressé pour découvrir la carrière de Christopher Reeve, on peut vous recommander de regarder le film Piège mortel, par exemple, avec Michael Caine. Oui, effectivement, un duo d'ailleurs qui fonctionne très bien dans ce film. Voilà. Vous avez également un bon film qui est quelque part dans le temps, dont le réalisateur est Gene Swark. C'est cela, qui avait réalisé d'ailleurs justement Supergirl avec Ellen Slater. Qui est une histoire de voyage dans le temps. C'est ça, et qui est l'adaptation du roman de Richard Matheson, Le jeune homme, la mort et le temps. Oui. Nous avons aussi comme film qu'on peut vous recommander avec Christopher Reeve, Les Vestiges du jour, qui est un film qui a été oscarisé, qui est avec comment s'appelle cet acteur, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Christopher Reeve n'exerce pas le premier rôle du film, mais sa prestation est remarquable. Et puis vous avez aussi Le Village des damnés de John Carpenter, qui est récemment sorti en Blu-ray. Donc après, Christopher Reeve, comme vous devez le savoir, a été victime d'un terrible accident de cheval en 1995, et il a dédié les années de sa vie par la suite à la protection, aux droits des personnes handicapées, à la recherche d'un traitement contre la paralysie. Alors là, on est sur une scène importante de ce Superman 2 The Richard Donner Cut. C'est la séquence où Lois Lane va forcer en quelque sorte Clark Kent à dévoiler son identité de Superman, mais d'une manière très différente de la version de Richard Lester. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que tout à fait, ici, donc Lois, du coup, lui tire dessus avec une balle à blanc. Et alors, il faut savoir que la scène, du coup, a été montée à partir de tests d'audition, puisque malheureusement, Richard Donner n'a jamais eu l'occasion de la tourner. Donc en fait, cette séquence-là utilise deux bouts d'essai différents qui ont été retrouvés à Londres dans un coffre-fort au début des années 2000. Et finalement, par l'aide du montage, ils ont réussi à en faire quelque chose de tout à fait correct qui s'intègre très bien au film. Oui, tout à fait. Et d'autant plus que les images avaient été soigneusement restaurées. Oui. Donc effectivement, ça fonctionne très bien. Et comment ça se passait dans la version cinéma? Comment Lois amenait Superman à se dévoiler? Alors, dans la version de Lester, du coup, donc Clark trébuchait du coup sur un énorme ours en peluche, et du coup, sa main tombait dans la cheminée. Et Lois avait constaté du coup qu'il n'avait aucune brûlure sur la main, et c'est comme ça qu'elle a compris qu'il était Superman. Ah oui, oui. Et qu'est-ce qui est le plus subtil finalement? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux à l'écran?
Bah moi je trouve pas mal la version avec la balle à blanc, puisque du coup là c'est Loïs justement qui le piège pour qu'il dévoile son identité. D'accord. Elle était très malicieuse, Margot Kidder. Oui, oui. Elle est décédée récemment, il y a Oui, 4 ans, je crois. oui, à peu près 4 ans, ouais. Elle avait également joué dans le film Amityville. Amityville, ouais. Donc là, voilà. Loïs sort un revolver. Clark croit que c'est un véritable revolver. Et il commence du coup à prendre peur. Et quand elle lui tire dessus, il se tient, il reste droit, à la manière de Superman, et finit par dévoiler son identité en retirant ses lunettes. Et que lui dit Loïs? La Clark lui dit, vous vous rendez compte, si votre arme était... Si vous êtes trompé, Clark Kent serait mort. si vous étiez trompé, Clark Kent serait mort. Et elle lui répond avec une balle à blanc. Bien pris. Et voilà, cette scène met bien en valeur le côté malicieux de Lois Lane. Alors ici, retour avec les 3 criminels kryptoniens. Les 3 super vilains, donc incarnés par Terence Stamp, Sarah Douglas et Jack O'Laran. Donc Sarah Douglas et Jack O'Laran sont des habitués des conventions de fans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je fais sur cette planète, j'ai des pouvoirs fantastiques. Nous avons les mêmes, ma chère. Oui. Et d'ailleurs là on peut voir que c'était un plan large, alors que dans la version de Lester c'était un gros plan lorsque Zod lui répondait nous avons les mêmes, ma chère. Voilà. Donc là une scène de vol qui fonctionne bien, je trouve. Même si Loïs devrait être totalement frigorifiée, oui. Elle est en petite robe au pôle Nord. Oui, après, on peut se dire que Superman crée une bulle protectrice qui protège Loïs du froid. Après, voilà, ce sont des films, on est dans l'imagination, on est dans la rêverie, on n'est pas du tout dans le réalisme. On est sur quelque chose de très différent de ce qui peut se faire aujourd'hui avec les films de Zack Snyder, par exemple, de Superman, où... on a une version du héros qui est plus sombre et qui cherche à être plus, en quelque sorte, plus réaliste. Oui, c'est pas du tout le même style. Non. Là, on est sur quelque chose plus proche des bandes dessinées d'origine. Donc, Superman invite Lois Lane dans sa forteresse de solitude. Alors ici, donc, nous avons un shérif sympathique et comique qui est interprété donc, par Clifton James, qu'on a d'ailleurs vu dans un rôle similaire dans les James Bond, Vivre et c'est mourir et L'homme au pistolet d'or. D'ailleurs, ces films de Superman et les James Bond ont quelques points communs puisqu'ils étaient tournés tous deux dans les studios Pinewood à la même époque, donc les James Bond avec Roger Moore, et sur le tournage de Superman 3, Christopher Reeve est allé sur le tournage d'Octopussy de James Bond, et il existe une photo qui circule sur internet où on voit Roger Moore déguisé en clown dans Octopussy avec Christopher Reeve à ses côtés. Et oui, quand Superman rencontre James Bond. Et je crois d'ailleurs que Roger Moore, dans son autobiographie, parlait un peu de Christopher Reeve. Oui, qu'il décrivait comme un homme charmant. Voilà. Il a eu beaucoup d'estime pour Christopher Reeve. Christopher Reeve était perçu comme un gentleman très apprécié par ses pairs. Donc la fameuse scène où
Clark et Superman et Lois mangent dans la forteresse de solitude, une scène tournée par Richard Lester. Oui, et il y a même une séquence tournée par Lester où on voit Superman réchauffer un soufflet. Qui ne figure pas dans le film. Eh non. Après, ça aurait pas été gênant de voir cette scène-là, si? Non, je pense pas. Non. Ah, voilà, ce sont les fameuses scènes de romance entre Superman et Lois, qui sont un petit peu plus courtes que dans la version sortie au cinéma. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont été obligés de couper? Il y a effectivement quelques moments qui ont été raccourcis. Notamment le passage là où Superman s'envole, qu'il y a des fleurs pour Lois, notamment cette partie-là a été enlevée. C'est ça. Alors là, on est à East Houston, dans une ville rurale des États-Unis. Et c'est vrai que si on s'intéresse au script original de Superman 2, écrit par Tom Mankiewicz et puis Mario Puzo avait aussi participé, il y avait des scènes qui se déroulaient, des scènes de combat entre l'armée et les trois vilains qui se déroulaient à Washington, je crois. Et d'autres aussi à travers le monde. Mais pour des raisons probablement budgétaires, elles n'ont pas été réalisées. Et au début des années 2000, il y avait un YouTuber qui s'appelait Cellutron qui s'était amusé de réaliser ces scènes avec des images de synthèse. Oui, d'ailleurs c'était un montage qui était plutôt réussi. Oui. Donc là, les personnages sont projetés. Ici, donc l'effet là pour le lance-flamme a été retravaillé par rapport à la version de Lester où c'était une animation. Donc là, le rendu était quand même beaucoup plus réussi. Ouais. C'est globalement du bon boulot, hein, cette version-là. Je l'ai dit, bon, il y a quelques effets numériques qui sont pas forcément, qui auraient pu être améliorés. Mais d'un autre côté, ils ont utilisé des fois les trucages numériques pour améliorer quelques effets de l'époque. Et puis il y a quand même un travail notable qui a été fait sur le son. Le son qui est en Dolby Atmos dans les versions 4K qui viennent de sortir, qui, oui, donne du dynamisme au film. Terence Stamp, l'emblématique Général Zod. Et alors, quelle est la différence entre le Général Zod qu'on voyait dans les versions de Zack Snyder et puis ici? Déjà dans la version de Snyder, il ne dit pas la fameuse réplique à genoux devant Zod à aucun moment. Ouais. Et il n'avait pas non plus la barbe comme la Terence Stamp d'ailleurs. Ouais. Alors là, on se rend compte que Clark et Lois ont eu des relations charnelles, oui. Mais une chose un peu qui peut paraître étonnante parce que, comment dirais-je, par rapport à la version sortie en salle, Superman a toujours ses pouvoirs. Oui, alors que dans la version Lester, c'était l'inverse, ils couchent ensemble après qu'il ait abandonné ses pouvoirs. Mais on voit là, la scène passe très très furtivement. Oui. Dans la version sortie au cinéma, il entre dans ce qui est appelé dans la version française la cage moléculaire qui renferme les rayons du soleil rouge de Krypton pour perdre ses pouvoirs. Et rejoint après Lois, donc c'est un humain, et voilà, c'est la première fois qu'ils ont des relations intimes ensemble. Et ici, eh bien, ce n'est pas le cas. Il reste Superman, et on verra par la suite, va également retirer ses pouvoirs. Mais après. Tout à fait. Cette scène a été redoublée en version originale. Je ne sais pas pourquoi. Pour donner peut-être un côté plus solennel à ce général américain. Donc là, un plan additionnel ici. Réalisé en numérique à Washington.
le président des États-Unis qui est vu de dos. Et voilà, on revient à la forteresse de solitude. Et probablement, c'est l'une des meilleures scènes de cette Superman 2 de Richard Donner Cut. Je suis bien d'accord. Avec une autre qu'on va évoquer tout à l'heure, où Clark et son père Jor-El ont une discussion eh bien, autour de Superman, de son devoir, du fait qu'il ne peut pas s'allier, pas vivre avec une humaine. Oui, c'est cela. Et du coup, Superman va faire le choix d'abandonner ses pouvoirs par amour pour Lois. Voilà. Et la différence par rapport à la version sortie au cinéma, c'est que, eh bien, lorsque cette discussion avait lieu entre Superman et sa mère, il n'y avait pas réellement de conflit qui apparaissait. Non, là, effectivement, on sent beaucoup plus un conflit, du coup, entre Superman et son père. Et... Voilà, c'est ça. Une scène vraiment, je trouve, très intéressante. Où Clark est vêtu d'une chemise blanche. Oui, là, il a ici effectivement abandonné son costume rouge et bleu. Alors que dans la version de Lester, la chemise blanche, il l'avait après avoir perdu ses pouvoirs. C'est ça. Et là, Jor-El apparaît, voilà, comme dans le premier film, en noir et blanc, avec un style visuel, oui, qui correspond plus au film que ce qu'on a vu dans les scènes tout à l'heure avec Lex Luthor. J'ai du mal à comprendre qu'ils n'ont pas gardé ce style visuel, en fait. C'est vrai que c'est assez incompréhensible. Et Lois est vêtue avec... on ne sait pas trop si c'est le haut de la tenue de Superman ou si c'est une tenue de Superman pour Lois. Oui. Un genre de pyjama. Oui, une tenue vestimentaire assez étonnante de la part de Lois. Mais la scène est réussie. On trouve une mise en scène propre à Richard Donner avec des gros plans sur le regard, la bouche de Jor-El comme dans le premier film avec le général Zod. Tout à fait, oui. Et une scène vraiment très réussie, hein, vraiment très soignée. Alors là, nous allons voir donc la cage moléculaire, la cage dans laquelle du coup Superman va perdre ses pouvoirs. Donc là, qui a été refaite pour le besoin de cette version-là, et il y a même, je crois bien qu'il y a eu des tournages en 2006 avec une doublure pour cette scène-là. Absolument, oui, pour les gros plans. Et la cage, du coup, a un aspect plus cristallisé par rapport à la version de Lester. Est-ce que dans la bande dessinée, il y a un équivalent à la cage moléculaire ? Non. Non, pas du tout. Il n'y a que dans cette version-là. Et que dans la version cinéma, oui. Alors là, c'est vrai que Clark défie son père. On n'a pas du tout ça dans le film de Lester de 80. Le ton, du coup, du film est plus adulte. Oui, c'est vrai. Et là, on voit Clark voler sans son costume. C'est intéressant. Alors, c'est vrai que la version cinéma, la version où Clark rentrait dans la cage moléculaire dans la version cinéma n'était pas extrêmement réussie parce qu'elle reposait sur une animation. Oui, c'est vrai. Là, ici, la séquence est quand même beaucoup plus soignée. Les effets spéciaux sont quand même bien travaillés. Oui, et puis elle est assez sobre finalement. Oui. Il y a pas, c'est des trucages pyrotechniques, des effets de lumière. Il n'y a pas cette animation qu'il y a dans la version de 80. Donc Clark perd ses pouvoirs sous les yeux de Lois Lane et ça entraîne une destruction de la console de la forteresse de solitude qui sert à communiquer avec Jor-El, à utiliser les cristaux. Donc là oui, il y a une doublure qui a été utilisée pour Christopher Reeve pour les gros plans comme tu disais tout à l'heure et Jor-El regarde Lois Lane d'un air menaçant. Oui. C'est assez intéressant cette dimension-là et ça, je pense que Smallville s'en est un peu inspiré d'ailleurs. Oui, dans la 5e saison, c'est vrai. Voilà. Donc là, les Kryptoniens débarquent à la Maison Blanche.
Donc les hommes du président sont quand même tous bien armés. Oui, Et effectivement, on a un ton plus adulte, puisque dans cette scène-là, il y a quelques morts quand même. oui, c'est vrai. Le personnage de Nod qui est invincible, Oui, et qui est bien plus menaçant que dans la version cinéma de Lester. où il était tourné quand même à la dérision. Le drapeau américain tombe, Oui, tout un symbole. c'est un symbole hein, de la puissance américaine, et le général Zod s'empare d'une mitraillette pour abattre des hommes du président. On peut dire que de toute façon, dans la version de 80, ça n'aurait pas pu figurer, Non. puisqu'elle était censée être grand public et à destination Oui. d'un public aussi bien des enfants que des adultes. Oui, du coup, bah là, on voit bien le côté tyrannique de Zod dans l'utilisation de cette mitraillette. C'est ça. Donc les Kryptoniens débarquent dans le bureau ovale. Et dans cette scène, on retrouve un acteur français. Tout à fait. Et oui, Jean-Pierre Cassel, le papa de Vincent Cassel, qui interprète ici un général. Voilà, donc petit clin d'œil pour les Français. Sous les yeux des hommes du président, dont un sosie de Laurent Fabius se fait passer pour le président des États-Unis. Dans ces versions-là, et ces versions haute définition, on voit bien que Terence Stamp est maquillé. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, on voit un peu le maquillage sur son visage. Faut lui donner un visage pâle. Et d'ailleurs, la séquence de la Maison Blanche a notamment inspiré Patty Jenkins pour Wonder Woman 1984. Ah oui, exact. Oui, bah déjà le premier Wonder Woman s'inspirait de certaines scènes du premier film Superman. Oui, c'est vrai. Et le deuxième, Wonder Woman 84, oui, il reprenait quelques idées de Superman 2. Ursa, qui dégrade certains officiers. Là, nous avons donc l'acteur E.G. Marshall, qui incarne le président des États-Unis, et qu'on a d'ailleurs vu aux côtés de Gene Hackman dans Les Pleins Pouvoirs. Oui, où Gene Hackman incarnait le président des États-Unis. C'est cela. Intéressant, ouais. Oui, dans ce film, il y a des acteurs de qualité. Oui. C'est la grande force de ce film, on a un casting assez prestigieux. Oui. Ce qui était, c'est l'une dans la continuité du premier film, l'un des premiers blockbusters adaptation d'une bande dessinée et donc faisant intervenir un casting international. Donc là, Lois et Clark sont en voiture dans un décor enneigé, ce qui permet de donner plus de cohérence par rapport à la version cinéma. Ah, ici, nous avons un caméo de Richard Donner. Oui, à la manière d'Alfred Hitchcock ou Stanley dans les Marvel. Sam Raimi aussi apparaît dans ce film. Oui, absolument. Donc là, la fameuse scène du bar où Clark va se montrer va montrer toute sa vulnérabilité et fragilité. Voilà Rocky, avec qui d'ailleurs Clark aura tout à l'heure une petite altercation assez musclée. Un acteur qu'on a pu voir dans l'incroyable Hulk. Oui, dans l'épisode L'instinct du crime. C'est ça. Je crois que vous êtes à ma place. Je crois que vous avez besoin d'une petite leçon de politesse. Et qui va me la donner, cette leçon? Eh oui, grande scène. Ah, une scène culte.
Dans Smallville, dans la saison 5, Clark avait perdu ses pouvoirs également. Oui, 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 oui. Donc là, Rocky va s'en prendre à Clark en le frappant de dos, le faisant tomber à travers une vitre. Et là, du coup, on constate la vulnérabilité de Clark du fait qu'il n'a plus ses pouvoirs. Voilà. Il n'est plus pas en mesure réellement de protéger Lois. Christopher Reeve est très bon dans Superman 2. Et on le voit aussi bien incarner toute la force de Superman, et évidemment le Clark Kent maladroit, journaliste. Et puis ici, c'est Clark c'est Clark ou Superman, oui, sans ses pouvoirs, qui est montré il montre un côté plus fragile. On voit, oui, tout le talent de Christopher Reeve. Oui. Donc, si tu regardes bien, on voit pas mal de logos Coca-Cola dans ce film. Ouais, des placements de produits. Des placements de produits, ils étaient sponsors pour Superman 2. Oui. Ouais, tout comme Marlboro d'ailleurs. Marlboro, on verra tout à l'heure. Alors là, donc, nous avons du coup le président qui annonce qu'il cède les pleins pouvoirs au général Zod. Ouais. Donc nous arrivons du coup à un moment critique du film. C'est ça, où Clark se rend compte que le pire ennemi de son père a pris contrôle de la Terre pendant que lui était en train de flirter avec Lois dans la forteresse de solitude. Et oui. Il y a une scène un peu similaire dans le Man of Steel de Zack Snyder. Oui, effectivement, où il y a effectivement aussi une intervention à la télé, effectivement, de Zod. Oui. Ça l'a rappelé beaucoup, effectivement, Superman 2. D'ailleurs, pour cette scène, par rapport à la version d'origine sortie en 1980, il y a une petite réplique qui est changée. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ils ont redoublé une réplique de Christopher Reeve. Effectivement. On veut dire, ils me l'ont dit, il me l'a dit. Oui, parlant de son père. Je n'ai pas voulu entendre. La scène de la Maison Blanche où on retrouve les trois Kryptoniens assis derrière le bureau ovale. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de Terrence Stamp ? Grand acteur Terrence Stamp, et que bien sûr les fans de Star Wars ont pu voir dans le rôle du chancelier Valorum dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Oui. Et nous l'avons vu aussi aux côtés de Jim Carrey dans la comédie Yes Man. Oui, c'est ça. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il a fait la voix de Jor-El dans la série... Dans Smallville, oui. Dans la série Smallville. J'ai appris que c'était un excellent ami aussi de... Michael Caine. Oui. Notamment un documentaire très intéressant en ce moment sur Arte. Et là, nous avons du coup Lex Luthor cherchant à s'associer aux trois Kryptoniens. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la carrière de Gene Hackman ? Il avait commencé à la télévision, on avait pu le voir dans Les Envahisseurs, oui, notamment. Dans l'épisode Les Sports, en effet. Oui. Et au cinéma, il est devenu célèbre grâce à French Connection 1 et 2. Oui, il y a eu 2 films. L'aventure du Poséidon. Oui, USS Alabama avec Denzel Washington. Oui. Ennemi d'État dans les films récents, mais la carrière de Gene Hackman est tellement immense... On peut pas la résumer ici. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Et il interprète bien ce Lex Luthor
Ce Lex Luthor un peu humoristique que jouera également Kevin Spacey, Kevin oui, Spacey je trouve aussi. dans Superman Returns de Ouais. 2006. Mais hein. j'avais aussi apprécié John Cryer dans la série Supergirl, il faisait bien Lex Luthor aussi. Ah oui, John Cryer. Bah, John Cryer, Michael Rosenbaum donnent des versions différentes. Et John Shea aussi dans John le Clark. Shea, ou comment dans Batman contre Superman. Ah oui, Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, oui, c'est ça. Il a même accepté de jouer pour la Canon dans Superman 4, Gene Hackman. Oh oui. Heureusement qu'il était quand même là pour porter le film, pour Oui, heureusement. un film qui oui. Superman 4 qui n'est pas une réussite, mais ouais. Christopher Reeve et Gene Hackman relèvent un peu le niveau. Ouais. Même si on imagine qu'une partie du budget du film a dû partir dans son salaire. Ah bah j'imagine, j'imagine. Lex Luthor qui ici est un grand amateur de cigares et se retrouve à faire une union avec les trois Kryptoniens pour aller jusqu'à ses fins. C'est ça. Éliminer Superman. Éliminer Superman. Donc ici nous avons un gros plan des pieds de Clark. Qui a été rajouté. Qui avait été rajouté en 2006, oui. Un plan raccord. Alors là, c'est l'une des meilleures scènes de cette Richard Donner Cut. Je suis bien d'accord, oui. La fameuse séquence, oui, effectivement, où il a une nouvelle discussion avec son père pour pouvoir récupérer ses pouvoirs. C'est ça. C'est la scène dans la version cinéma nous montre Clark qui est effectivement blessé revenant à la forteresse dans une autre scène. Ça a été retourné par rapport à celle-ci. Oui. Par contre, ça termine avec Clark regardant le cristal vert dans l'idée de réintégrer ses pouvoirs, mais au final, on ne le voit jamais retrouver ses pouvoirs. Non, jamais. Il appelle son père, mais on ne le voit pas. Non, effectivement, on n'avait jamais su comment il avait récupéré ses pouvoirs. Et il a fallu attendre 26 ans plus tard pour enfin découvrir cette scène. Oui, un grand moment. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de découvrir comment il a récupéré ses pouvoirs. C'est ça. Donc la scène a été réalisée, montée à partir de rushs tournés en 1977, puisque c'est la première scène du film de Superman qu'a tourné Christopher Reeve. La scène de ce film avant même les scènes de Superman 1. Tout simplement parce que Marlon Brando avait des contraintes en termes de calendrier de tournage. Et donc c'est la toute première scène qui a été tournée avec Christopher Reeve dans le rôle de Clark. Alors le monteur du film, Michael Saw, a complété quelques manques. Il manquait quelques images pour compléter la scène. Notamment ce gros plan où on voit Clark ramasser le cristal vert. Ce sont en fait les mains de Michael Saw qui saisissent le cristal. Oui, effectivement. Ouais. Et par la magie de l'étalonnage, du montage, ça ne se voit pas. Voilà la séquence. Oui, le fameux plan. Alors je trouve intéressant aussi que pour cette scène, ils ont reproduit le masque de Jor-El, ce masque en cristal qu'on voyait dans le premier film. Oui, ça je trouve ça vraiment, vraiment bien. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait ça très bien. Il a été recréé en image de synthèse par une société qui a fait en sorte que les effets spéciaux ne fassent pas ultra modernes. Que ça reste dans le style des années de l'époque du film, de la fin des années 70. Et alors, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que Jor-El lui explique qu'il avait anticipé l'éventualité qu'il va récupérer ses pouvoirs. Oui. Et en plus, il lui explique également que c'est la dernière fois qu'ils se verront, car il va devoir puiser toute l'énergie du cristal pour pouvoir lui restituer ses pouvoirs. C'est ça.
Et je trouve l'aspect de Jor-El intéressant ici. Son visage est en noir et blanc, comme dans le premier dans film. le premier film. Oui, c'est beaucoup plus raccord. C'est beaucoup plus raccord avec le premier film. Et ils auraient dû, pour moi, garder ce style-là dans tout le film. Visuellement, c'est plus raccord avec ce qu'on voit dans le tout premier. Donc Christopher Reeve est très bien dans cette scène-là. Oui, très bonne prestation de Christopher Reeve. Il met vraiment de l'émotion dans son jeu. Et dans le 2 de Lester, alors Est-ce qu'on est sur un jeu similaire là? Oh oui, il faisait aussi une bonne prestation dans le 2 de Lester. Après, c'est vrai qu'ici c'est beaucoup plus intéressant puisque ça, du coup, ils ont développé davantage la relation père-fils. Donc là, Jor-El va apparaître sous une forme physique pour donner à Clark ses pouvoirs, pour lui redonner ses pouvoirs. Oui, un grand moment du film. Oui. Où il va poser la main sur l'épaule de Clark. Oui, des effets spéciaux ici qui sont vraiment très, très bien faits. Ouais, visuellement, c'est très réussi. Alors, on en arrive à la séquence du film où les Kryptoniens vont débarquer au DI Planet. Oui, effectivement, l'attaque du Planète par les 3 Kryptoniens. Et alors, il faut savoir que Richard Lester avait retourné complètement la scène de manière à ce que son nom puisse être crédité au générique du film. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que pour être crédité en tant que réalisateur, Richard Lester devait avoir réalisé plus de 50% du film. Donc certaines scènes qui avaient déjà été tournées ont été retournées, avec quelques dialogues légèrement différents, mais dans un style quand même très similaire. Du coup, ça explique quelques changements de coupe de cheveux, notamment de Lois. Et Jimmy Olsen aussi. Et Jimmy Olsen aussi. Ce non est une véritable brute. Oui, une vraie brute, il n'y a pas à dire. Le pauvre Perry White qui là, va passer un sale quart d'heure. D'ailleurs, si vous regardez bien, on aperçoit la main de Richard Donner qui tient la main de Jackie Cooper quand Non met la tête de Perry contre le plafond. Oui, très amusant de remarquer ça. On voit ça notamment dans l'émission Fort Raccord sur Allociné. Ici, on peut voir que Non a horreur d'être photographié. Oui. Une scène qui figurait déjà dans la version télévisée de Superman 2. Qui, à ma connaissance, n'est jamais passé en France. Non. Alors, un très bon Mad Movie était sorti sur la saga Superman il y a 2 ans de ça. Oui, c'est vrai, très détaillé sur la saga. C'était très complet. Qui revient sur les 4 films de manière assez précise. Oui. Avec aussi des biographies des acteurs, et des réalisateurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Dans les pièces de collection aussi, on a le livre de Jim Bowers,
La saga Superman, oui, les films de Richard oui, Donner. un bel ouvrage, oui, très bel ouvrage. Avec des photos, des très belles photographies du film. Donc Superman revient après son absence avec un plan où on aperçoit un plan alternatif. Alternatif où on peut le voir de dos. Donc la majorité de ces séquences ont été tournées par Richard Lester, mais on va insister dessus, quelques plans filmés par Donner sont présents. Oui, absolument. Oui. Durant les combats contre les Kryptoniens, il y a effectivement quelques plans faits par Richard Donner. Alors c'est vrai que ces séquences sont iconiques, et il aura fallu attendre finalement les films de la Marvel tels que Avengers pour retrouver des scènes de combat dantesques comme ça. Oui. Ou dans le film Man of Steel, mais le nombre de morts doit être vraiment très conséquent. Oui, vu tous les immeubles qui explosent dans le film. C'est ça. Alors il y avait un documentaire dans le DVD de Superman, un making-of de 1980, où il montrait comment étaient réalisées les voitures qu'on voit passer au loin derrière. Oui, c'était effectivement des miniatures sur un tapis roulant. Voilà. Effet simple mais efficace. Mais efficace. Visuellement, ça rend très bien. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que, à l'époque de ces films, évidemment, il n'y avait pas d'effets spéciaux numériques. Non, tout était fait à la main. Tout était fait à la main. Donc c'est parti pour les scènes de combat. Au travers New York, puisque oui, Richard Donner a choisi d'utiliser New York pour la représentation de Metropolis. Donc forcément, on y voit les tours jumelles, la statue de la Liberté ou l'Empire State Building. Et alors ici nous avons un plan du coup, le général Zod envoie Superman sur la statue de la Liberté, donc plan fait par Richard Donner du coup oui. Pour cette version. Plan qui rend beaucoup plus iconique que ce qu'on a pu voir à l'époque. Oui. En 80 où Superman est juste projeté en arrière dans le volet d'un bâtiment. Comme ce plan où il va frapper une nonne, c'est Richard Donner qui l'a fait aussi. Ça a été tourné sur fond bleu. C'est ça, ouais. Et incrusté en 2006. Là aussi, ça va être très réussi comme séquence. Ouais. Et alors ici, avec du coup la chute d'antenne, la séquence est beaucoup plus rythmée. On ressent beaucoup plus le danger par rapport à la version cinéma de Richard Lester. Oui, parce que la séquence est beaucoup plus rapide en fait. Le sourire de Christopher Reeve. Oui. Le Zod joué par Michael Shannon est très différent de celui-ci. Oui, parce que déjà, il ne dit jamais à aucun moment la réplique à genoux devant Zod. Oui. Alors là, les scènes où Zod envoie ses rayons thermiques sur différentes voitures. Le film avait coûté cher pour l'époque, un budget de 55 millions de dollars, ce qui était très conséquent. Oui. Ah, c'était très coûteux à l'époque, effectivement. Le film a coûté plus cher que l'Empire contre-attaque. Oui. C'est pour te dire. Alors, je crois que c'est la première fois aussi qu'on voit Superman utiliser son super souffle dans cette saga avec Christopher Reeve. Oui. Et d'ailleurs, Richard Donner avait à l'occasion fait retravailler les effets sonores du super souffle parce qu'il voulait pas que ça ressemble au vent et que ce soit vraiment un bruit de souffle. C'est ça.
L'effet est réussi. Il y a quelques séquences mémorables dans le troisième Superman aussi où il gèle le lac Oui, pour l'envoyer sur cette usine en incendie à Smallville. alors ici donc une confrontation souterraine entre Superman et Non, et d'ailleurs la séquence est plus courte que dans la version cinéma. Oui, le montage est plus bref. Pour le coup, mieux réussi. J'adore cette scène aussi où Superman va se retrouver confronté à Zod sur le toit d'une le voiture. toit d'une voiture. Alors il y a encore un placement de produit avec Marlboro. Eh oui, ah bah oui, et le camion Marlboro. Et là, Superman va faire tournoyer Zod pour l'envoyer Tel un catcheur. tel un catcheur. Ce deuxième film fait plus bande dessinée. Oui, c'est vrai, beaucoup plus que le premier Il y a un film. côté vraiment comics, très assumé. Le premier avait ce côté mythique, mythologique. Oui. Ah, ici, une séquence épique où Superman doit sauver un bus que vont jeter Ursa et Non. Ouais. Les scènes de vol sont bien faites. Et dans le documentaire, on voit comment est réalisée cette séquence où le bus est envoyé sur Oui, Superman. il y a notamment une maquette qui avait été utilisée. Elle est devant la caméra, ce qui donne l'impression ça crée une illusion d'optique en fait, un peu à la manière du Seigneur des Anneaux, avec ses jeux de perspective. Alors là, on croit que Superman est mort. Ce qui heureusement n'est pas du tout le cas. Lois Lane est désemparé. Et les habitants du coup sont prêts à se rebeller contre les 3 Kryptoniens. C'est ça. Alors ici, dans cette séquence, les 3 Kryptoniens se servent de leur super souffle. Et d'ailleurs, les éléments comiques ajoutés par Lester ont été supprimés dans ce montage. Ouais, ce qui rend mieux. Le côté burlesque, de toute façon, de Lester est retrouvé dans Superman 3, puisque c'est son œuvre, c'est lui qui l'a fait intégralement. Ce Superman 2 ce Superman 2 est une réussite. Il faut bien garder à l'esprit que c'est un film forcément qui n'est pas complet, puisque toutes les séquences du film, telles que prévues dans le script, n'ont pas pu être tournées. Comme on le disait tout à l'heure, 80% avaient été tournés par Donner. À l'occasion de cette édition de 2006, le film a été reconstitué, mais malgré tout, il y a quelques éléments qui manquent. Mais même en ayant ces éléments manquants, je trouve que ce deuxième opus, dans la version de Donner, est meilleur que celui de Lester. Oui, ah bah oui. Parce qu'on retrouve les qualités du premier film, il y a le côté mythologique. Oui, ça c'est bien vrai, on retrouve vraiment le côté mythologique de Superman. Voilà. Et puis, le côté burlesque et atténué. Les scènes avec les voitures sont réalisées par des maquettes. On n'avait pas d'image de synthèse à cette époque-là. Alors des fois, certains effets spéciaux auraient mérité d'être un peu égalisés, améliorés. Après, la Warner n'a pas injecté énormément de budget dans cette non, Richard Donner c'est ça malheureusement là, le souci. Et même à l'occasion de la sortie 4K, les effets spéciaux n'ont pas été revus. On aurait pu croire que ils en profiteraient. C'est dommage, ils auraient pu. Ça aurait été l'occasion de rectifier certains effets.
Cette version a été diffusée sur chaîne TCM, chaîne spécialisée dans le cinéma. Et voilà, elle n'a pas de version française, elle n'existe qu'en version sous-titrée en français, mais maintenant elle commence à être diffusée. Tout à fait. Si on regarde l'arrière-plan, le ciel est rouge derrière. Oui, et d'ailleurs cet arrière-plan est très travaillé puisque les lumières des immeubles ils clignotent, ce n'est pas statique. Oui, c'est Jeffrey Unsworth qui s'en était occupé, Oui, un artiste qui avait travaillé notamment sur 2001, l'Odyssée de l'espace, et dont le premier film lui est dédié. exactement. C'est quand même des sacrés classiques ces films de Superman. Ah bah, c'est des films cultes, hein. D'ailleurs, même Sam Raimi s'en était inspiré pour sa trilogie de Spider-Man. Oui, si on regarde effectivement le modèle des films de Sam Raimi, il reprend directement celui des films de Superman, les 3 premiers films. Le premier, c'est la découverte du héros, de ses pouvoirs. Le deuxième, il doute de lui, il va perdre ses pouvoirs, ouais. pendant une certaine partie du film. Et le troisième opus, il affronte une version obscure de lui-même. Oui, le symbiote Venom. Voilà. Donc il y a un schéma similaire. On reprend, oui, la trame des 3 premiers films de Superman. Une séquence de vol plutôt bien faite. Même si après, bon, ils volent pas de manière aussi dynamique que dans les films Non, récents, c'est vrai, bien c'est entendu, vrai. mais tout ça est fait avec des câbles. Il faut bien comprendre que tout ça est fait à la main par des techniques n'utilisant pas d'effets spéciaux numériques, et on n'utilisait pas d'ordinateur pour faire à l'époque des films comme ça. Donc ici, nous arrivons à la fameuse confrontation finale dans la forteresse, qui d'ailleurs dans cette version est beaucoup plus verbale que physique. Voilà, parce que comment ça se passe dans la version de Lester? Dans la version de Lester, d'ailleurs, on voit les Kryptoniens ont d'autres pouvoirs, ils peuvent se téléporter ou même envoyer des rayons avec leurs doigts. Oui, c'est ça. Ou Superman qui peut lancer un énorme S aussi. Oui. Alors qu'ici, on retrouve vraiment la scène telle que voulait la faire Richard Donner. C'est ça. Oui, il n'y a pas ce fameux S en cellophane. Tous ces pouvoirs inventés juste par Richard Lester pour les besoins de la scène. Ici, Zod a un côté plus menaçant. Et d'ailleurs, même Non lui-même est beaucoup plus menaçant que dans l'autre version. Oui. Zod dit qu'il sent la présence de Jor-El. Oui. Oui, une réplique d'ailleurs qui est intéressante. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de doublure de Gene Hackman ici. Non, puisque là ce sont uniquement les scènes filmées par Donner et non celles de Lester. Alors ici, Superman va utiliser un stratagème pour pour ne pas perdre ses pouvoirs. Exactement, puisqu'il va, en fin de compte, il avait discrètement inversé le mécanisme de fonctionnement de la cage moléculaire. Voilà, c'est ça. Pour que les rayons soient envoyés à l'extérieur de la cage, alors que lui, il était protégé à l'intérieur. C'est ça. Il se doutait que Lex Luthor le trahirait. C'est ça, du coup, il lui a tendu un piège. C'est ça. Comme nous allons pouvoir le voir.
Alors, on n'a pas parlé trop de la musique du film. C'est vrai que dans cette version, ils ont réintégré beaucoup de musique De John Williams. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ah, qui remplace du coup celle faite par Ken Thorne dans la version cinéma. Qui était un bon compositeur aussi. Oui, Certaines musiques de Ken Thorne sont quand même utilisées dans le film, mais Oui. la majorité va aux musiques de John C'est Williams. oui. Et à noter que pour Superman Returns, c'est John Ottman qui s'est chargé de composer les musiques. C'est ça. Mais les films de Superman sans composition de John Williams, ce serait pas pareil. Non, c'est vrai. Elle fait partie vraiment de l'identité de la saga, cette musique. C'est ça. Et elle ne figure pas que dans les films d'ailleurs. Non, on peut l'entendre également dans Smallville. Ou la série animée de 1988. Oui, On entend quelques notes aussi dans Shazam par exemple. oui, en effet, oui, il y a quelques notes. Ou même dans la version cinéma de Justice League. Oui, oui, exact. Voilà encore une doublure de Christopher Reeve. Oui, pour cette séquence alternative, effectivement, de la cage moléculaire. Alors ici, vaste débat. Les fans de Superman avaient reproché que dans Man of Steel, Superman tuait Zod. Oui, ce qui effectivement voilà, ne va pas que le personnage Superman ne tue pas, ce n'est pas un tueur. Mais si on regarde ce film, qu'advient-il exactement du général Zod? Il est vrai que c'est assez mystérieux, on ne sait pas effectivement ce qui lui arrive après qu'il soit tombé dans le gouffre, tout comme d'ailleurs les deux autres Kryptoniens. Oui. Effectivement, on ignore s'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts. Après, il existe une scène coupée de ce film qui figure voilà, dans les supports physiques, où on nous montre en fait une patrouille, une patrouille du pôle Nord qui arrête les 3 Kryptoniens. Oui. Et toutefois, dans cette version, la question est résolue dans une séquence que nous verrons tout à l'heure, à la fin du film. Ah oui, à la fin du film, oui, tout à fait. Voilà, donc il tombe dans des précipices. Après, voilà. Mais ce film, oui, c'est un peu finalement Superman 2 dans une dimension parallèle. On retrouve la même histoire, mais racontée différemment. Oui. Alors là, discussion entre Superman et Lex Luthor. D'ailleurs, il y a une petite étrangeté au niveau du montage. Oui, puisqu'effectivement après donc Superman et Lois quittent la forteresse et on peut voir du coup que Superman l'a détruit avec sa vision thermique. Et du coup on a l'impression que Lex Luthor est resté dans la forteresse, puisqu'effectivement il manque un plan qui montrerait effectivement que Superman l'a fait sortir. Oui, c'est bizarre qu'ils aient pas pensé à ça. Oui. Alors cette séquence figurait dans la version télé. Oui, et toutefois pour la version d'honneur, ils ont rajouté l'effet de la vision thermique qui n'était pas dans la version diffusée sur la chaîne américaine. Oui, on avait l'impression que c'était avec ses yeux en fait qui détruisait la forteresse, mais on ne voyait pas de rayons thermiques. Oui. Là, on les voit clairement. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, dans cette séquence. Alors, pourquoi ont-ils fait ce choix qui détruisent sa forteresse? Un choix, c'est un choix scénaristique, je pense. Cette intrigue de la forteresse de Superman sera reprise dans Superman Returns, qui est plus ou moins une suite des 2 premiers films originaux. Absolument. Avec d'ailleurs Kitty qui dira même Alex, on dirait que tu es déjà venu ici. Oui, c'est ça.
Alors, quand on regarde ce groupe-là, on peut voir que le maquillage de Margot Kidder était différent par rapport aux scènes tournées par Richard Lester. Où elle a un visage plus pâle, Mm. elle est plus émaciée. Mm. Et dans cette séquence, Superman et Lois vont s'embrasser. Oui, à un moment très romantique, effectivement, entre les deux personnages. Et en fait, cette séquence du baiser, dans la version de Lester, intervient à toute fin du film, mais c'est Sous la forme d'un baiser magique. un baiser magique, mais Richard Donner et Tom Mankiewicz n'ont pas souhaité la réintégrer, disant notamment que Clark n'embrasserait jamais Lois. Effectivement, c'est l'argument effectivement qui a été avancé. Oui. Un argument, bon, aujourd'hui, forcément qu'on verrait différemment, mais pour ces versions de Superman, ça fait sens. Donc Superman ramène Lois sur son balcon. Oui. Là où elle a interviewé dans le premier film d'ailleurs. C'est ça. Moment très émouvant entre les Superman et Lois. Oui. Très belle prestation de Margot Kidder. Alors pourquoi Margot Kidder est en pleurs là ? Parce qu'elle doit garder son secret. Exactement, elle ne peut pas le dévoiler. Et alors, à partir d'ici, nous allons du coup arriver à un moment important du film, avec la fameuse remontée du temps effectuée par Superman en faisant tourner la Terre à l'envers, qui était effectivement à la fin voulue à l'origine par Richard Donner. C'est ça. Mais que sous les conseils de Richard Lester, il avait finalement mis dans la fin du premier film. C'est ça. Et du coup, et comme malheureusement n'ayant pas pu tourner une autre fin, il a du coup choisi de remettre cette fin originale. Voilà. Afin de montrer comment il voulait faire finir son film à l'origine. Oui. Là, comme vous voyez, le temps qui commence à reculer en veille. D'ailleurs, on peut voir Perry White qui était sur le point de se brosser les dents dans sa salle de bain. Oui, du coup, on retrouve encore cette remontée du temps. Oui. Alors après, est-ce que ça peut pas paraître un peu étrange en regardant les deux films à la suite, le premier et le deuxième ? C'est vrai qu'effectivement, ça peut faire un peu redite par rapport au premier film. Mais il faut bien comprendre que c'est Superman 2 tel qu'il devait être conçu à l'origine, puisque, explique-nous, cet argument de la remontée du temps finalement a été utilisé pour le premier film. Oui, comme je l'ai expliqué, ouais, c'était donc Richard Lester qui avait suggéré à Donner de la mettre à la fin du premier film. Alors que c'était à l'origine prévu pour la fin du deuxième. Voilà, donc si Donner était revenu, avait pu finir le tournage, il aurait donné une autre fin à Superman 2. Voilà. C'est exactement ça. Donc là, on revient à Metropolis. Le temps a fonctionné à l'envers, donc du coup, les événements sont annulés. Oui. Et on a vu les 3 Kryptoniens réintégrer la zone fantôme. Voilà. Donc ils naviguent à nouveau dans l'espace. Exactement. Et là, on peut remarquer du coup, ici que Perry White a une impression étrange. Une impression de déjà-vu. C'est le mode de fonctionnement des films de Superman. Quand le temps fonctionne à l'envers, en fait, les événements qui se sont passés sont annulés. Et il y a la création d'une nouvelle chronologie. Tout à fait, ouais, une temporalité alternative. Une temporalité alternative. Et Lois Lane est dans ses pensées. Ouais. Voilà. Parlant du pôle Nord, mais... Ouais, donc ici, on voit donc, encore une fois de plus une scène tournée par Richard Donner. Oui. Justement.
Tu vois, le pôle Nord, ça lui dit quelque chose. Pareil que Perry White, elle a des Elle a de drôles d'impressions. drôles d'impressions. On peut voir un ordinateur en arrière-plan Oui, derrière Lois. C'était le tout début de l'informatique. Là, on va arriver à la conclusion du film où Clark va retourner dans le fameux dans le fameux fast-food et fast-food. effectivement prendre sa revanche sur Rocky. Ce qui peut paraître un petit peu étrange, Oui. parce qu'en fait, les événements qui se sont déroulés sont annulés. Et oui, donc logiquement, ça n'avait pas lieu d'être. Voilà, donc on peut considérer que Superman est un petit peu rancunier. Légèrement, il a quelques défauts, ce Superman, il n'est pas parfait. Donc voilà, donc nous arrivons à la scène en question. Voilà. Clark a remis sa tenue, la tenue où il s'était fait prendre une raclée. Mais en fait, on se rend compte que Rocky parle toujours très mal aux serveurs du restaurant. Il leur parle avec dédain. Oui, c'est quelqu'un de pas très correct. Et Clark va vouloir lui donner une leçon. Ah, oui, pour le remettre à sa place. Ouais. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup que lorsqu'il lui dit « Attention, chaud devant ». Oui, très bien. Alors du coup, oui, le plan final où Superman ramène le drapeau à la Maison Blanche est supprimé. Oui, qui était d'ailleurs une scène très patriotique. Oui. Richard Donner a voulu donner un style différent par rapport à Lester. Attention, chaud devant. Et Rocky finit dans le flipper. Complètement KO. Et Clark Kent, poli comme il est, donne de l'argent en guise de dédommagement. Et oui. Un homme très bien. Voilà. Bon, Nicolas, ça a été un plaisir de revoir Superman 2 de Richard Donner Cut. Mais cela a été également un grand plaisir pour moi aussi de pouvoir redécouvrir du coup cette magnifique version de Superman 2. Qui est la version du réalisateur et qui mérite d'être redécouverte. Amplement, alors moi je la recommande fortement, cette version. Moi également. Bon, on aura l'occasion de vous faire d'autres commentaires audio à Silver Screen. Et merci à vous pour votre visionnage et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.